voilà, ça tourne. Et action. Je crois qu'il faut pouvoir. J'avais été fouiner un peu sur un forum qui s'appelle incel.is et notamment il relayait un article britannique qui expliquait que plus d'un étudiant sur 2, s'ils avaient la possibilité de s'en sortir sans peine de prison, ils violeraient une meuf. Et tous les commentaires après le partage de cet article, c'était ça aurait dû être 100% de mecs qui pourraient, s'ils avaient envie, violer une meuf. Et je me rappelle que ce moment-là, j'étais devant mon ordi, j'ai fermé mon écran et je me rappelle, je suis allée vomir. Celle que vous venez d'entendre, c'est Pauline Ferrari. Et c'est également celle qui s'est livrée au micro de Celle qui ose pour ce nouvel épisode. Pauline n'a pas encore 30 ans et elle a déjà bataillé dur pour devenir journaliste. Être reporter de guerre, c'était son objectif de petite fille. Aujourd'hui, Pauline enquête bel et bien en terrain miné, celui de la haine en ligne générée par les communautés masculinistes et incels. Formée à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux, c'est le titre de son livre paru en 2023. Avec elle, nous avons pris le temps d'en savoir plus sur ce phénomène glaçant, véritable mouvement politique organisé et d'une puissance insoupçonnée du grand public. Celle qui ose. Si tu fais un mec dans la rue, mets-lui une main au cul, est-ce que tu l'as déjà fait? Celle qui ose. Je m'appelle Pauline Ferrari, je vais avoir 30 ans, je suis journaliste indépendante et je suis spécialisée sur 3 domaines, les nouvelles technologies, les questions de genre et les cultures web, on va dire. Et je fais principalement de la presse écrite. Moi, je dis que le masculinisme, c'est un mouvement social et politique, organisé, c'est pour ça que le terme de mouvement existe, qui vise à faire régresser le féminisme en actes, en droit et en fait. Et notamment, c'est pour moi la mise en pratique concrète de l'antiféminisme. C'est mettre des choses en place dans le monde réel ou virtuel, mais en tout cas des actions concrètes, pour faire régresser les droits des femmes, des minorités de genre, etc., etc. La confusion entre masculinisme et féminisme, elle profite aux masculinistes eux-mêmes, parce que c'est eux qui ont créé ce terme. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que en fait, les mouvements masculinistes, au pluriel, parce qu'il y en a une tripotée, c'est-à-dire il y a plein de courants, mais les mouvements masculinistes se sont toujours emparés des manières de militer, du langage, en fait, de ce qui fonctionne dans d'autres mouvements sociaux progressistes. L'extrême droite le fait aussi, je veux dire, c'est pas une révolution, mais le fait de parler de masculinisme et donc de créer en fait cette espèce de miroir comme quoi il y aurait quelque part les droits des femmes d'un côté et les droits des hommes de l'autre, ça permet de justifier un propos. Parce que bien sûr, quand on parle de droits humains, a priori, personne ne va dire « je suis contre les droits humains ». Et surtout, les masculinistes, ils vont jamais dire qu'ils sont contre les femmes. Ils vont dire « on est pour les droits des hommes ». Cette rhétorique en fait linguistique, elle marche super bien parce que ça permet aussi d'attirer dans le giron des hommes qui à la base ne sont pas particulièrement misogynes. Je pense notamment à tous les mouvements des droits des pères qui se basent sur une donnée concrète qui existe, qui est que les mères obtiennent plus le droit de garde que les pères lors d'un divorce. Mais ce que les masculinistes oublient de dire, c'est parce que les pères ne la demandent pas, et quand ils la demandent et qu'ils ne l'ont pas, c'est pour des raisons spécifiques, notamment de violences intrafamiliales, de violences conjugales, etc., etc. Et donc, en fait, pour les masculins, en fait, jouer là-dessus, ça permet d'avoir la sympathie du public et ça permet de radicaliser aussi des pères qui, peut-être, ça existe, en fait, des pères qui vivent une situation que eux estiment injuste, mais ces associations-là et ces mouvements-là vont jouer sur l'idée que, voilà, le féminisme serait rentré dans toutes les sphères de pouvoir, notamment la justice, et que ce serait la faute des féministes si ils ne pourraient pas voir leur enfant, quoi. J'ai découvert le milieu masculiniste quand j'étais adolescente,
quand j'avais 14-15 ans, il s'avère que on a eu accès à un ordinateur familial dans le salon, une grosse révolution. Et je passais énormément de temps sur Internet pour essayer de comprendre en fait mes douleurs adolescentes à cette belle époque des skyblogs. Et il s'avère que, notamment, moi, j'avais pas beaucoup de succès en amour quand j'étais adolescente. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à chercher sur Google comment draguer une fille, comment draguer un garçon. Et il s'avère que, encore aujourd'hui, les premiers résultats de recherche qu'on trouve quand on fait cette recherche-là, ce sont des forums de coachs en séduction, alors qui paraissent maintenant un peu daté en 2025, mais à l'époque, début des années 2010, en fait, c'était très pertinent, avec plein de conseils de drague et de séduction, bien sûr, hautement mêlés d'essentialisme, c'est-à-dire toutes les femmes pensent comme ça et tous les hommes pensent comme ça, avec des espèces de recettes miracles. Et puis moi, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait un écart fou entre ce que eux disaient et moi, la réalité de ce que je constatais en tant que femme, à l'époque plutôt hétérosexuelle, à l'adolescence. Et puis, ça m'a amené, on va dire, dans un rabbit hole, donc de page en page, vers tout ce qui était les forums 15-18 de jeuxvideo.com, parce que j'avais certains centres d'intérêt plutôt dans ces branches-là, gaming, etc. Et donc là, plonger direct dans ce qu'aujourd'hui on appelle le masculinisme, mais ce que moi, à l'époque, je n'appelais pas forcément comme ça. Et puis, je crois qu'à l'époque, j'avais pas le recul nécessaire pour me dire que c'était des conseils nuls et hautement stéréotypés. Et au contraire, je pense que ces conseils de séduction-là, masculinistes, en fait, ils venaient appuyer quelque chose qu'il y avait dans le reste, que ce soit de la télévision, les films, etc. Enfin, c'est la reproduction et l'amplification d'une culture patriarcale qui dit que les femmes, elles doivent être soumises, qu'elles doivent être en position de passivité dans la drague hétérosexuelle, que ce sont aux hommes à être dominants, etc. Et donc, je pense qu'en fait, j'ai mis énormément de temps à déconstruire ça. Il m'a fallu, je pense, une éducation féministe aussi, que j'ai commencé à avoir, je pense, au début de mes années d'études supérieures, pour commencer à prendre de la distance avec ces conseils. Très rapidement, je les ai trouvés assez ridicules, ces chaînes YouTube, ces conseils et tout. Mais trouver la chose ridicule ne permet pas forcément de prendre une distance critique et de l'analyser. Et il m'a fallu un petit bagage, on va dire, de critique féministe, d'expérience aussi de la vie, de relations hommes-femmes, etc., pour pouvoir prendre un peu de recul là-dessus. Moi, petite, j'ai grandi dans une famille, on va dire, assez traditionnelle, c'est-à-dire papa, maman travaillaient, j'ai grandi dans un environnement plutôt, je dirais, catho de gauche, on va dire socialiste. J'ai été fille unique pendant très très longtemps. Et donc, petite, j'étais très sensible. On m'a toujours dit que j'étais un peu une pleureuse. Bon, il s'est avéré qu'ensuite, on m'a amené voir des spécialistes qui ont dit que oui, il y avait peut-être des petits aménagements à faire sur l'éducation parce que j'étais un peu en avance au niveau scolaire par rapport aux autres enfants, mais j'avais pas des bonnes capacités sociales. Voilà, j'étais un peu toujours la tête dans mes bouquins et tout, ça paraît très cliché pour une journaliste, mais et un gros truc lié à l'injustice, quoi, qui opérait tout le temps sur un truc de pleurs, quoi. C'était pas un truc d'action, c'était vraiment, ça me faisait chialer de fou, quoi, de me dire on a écrasé tel animal, c'est tel truc qui s'est passé dans le monde. Et puis en grandissant, mes parents ont divorcé, je me suis rapprochée de Toulouse, la grande ville, donc là c'était aussi un épanouissement pour moi de me dire je vais peut-être croiser plus de gens comme moi qui aiment les livres, qui aiment un peu les trucs de nerd aussi, et puis toujours avec ce truc d'éducation assez genré quand même si ça n'a jamais été formulé du style les filles n'ont pas le droit de faire ça, mais il y avait quand même un consensus assez commun que une fille ça joue pas au rugby, une fille c'est plutôt fait pour faire de la danse, le fait que tu lises des livres c'est bien en fait, c'est valorisé aussi, le fait d'avoir des bonnes notes à l'école, etc. Le fait de pas trop fréquenter les garçons, ce genre de choses, même si ça a jamais été très strict. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui, même s'ils ne comprenaient absolument pas ce que j'aimais, ce que je faisais, ils m'ont toujours dit bon, fais un peu ton truc tant que tu fais des études. Et il faut que tu ailles le plus loin possible, ce qui m'a amenée à tenter le concours de Sciences Po, à le réussir, etc. Je commençais à vraiment, on va dire, m'épanouir comme une petite fleur quand je me suis retrouvée en institut d'études politiques, parce que j'étais qu'avec des gens qui lisaient de fou des livres,
qui s'intéressait beaucoup à la politique et moi, ça me passionnait. Et à commencer à rencontrer sur ma route des nerds comme moi, quoi. Des gens qui jouent aux jeux vidéo, des gens qui connaissaient un peu des blagues d'internet, ce genre de choses. C'est là où j'ai pu faire mes premiers pas aussi en journalisme, à tenter une petite radio étudiante, à écrire des petits papiers, à aller à des concerts, à connaître le féminisme aussi, à expérimenter aussi tout ce bouillon un peu d'émulation intellectuelle et culturelle que je retrouvais pas forcément chez moi. Mais du coup, il y a eu un travail aussi sur mon propre mépris de classe, et mon propre mépris, on va dire, de bourgeoisie culturelle sur mes parents, ma famille, etc. Et j'ai eu la chance d'étudier au Canada pendant un moment, à Montréal, notamment dans un milieu anarchiste, dans un milieu féministe assez vénère. Ça m'a ouvert les yeux de fou. Et du coup, quand je suis rentrée en France, pour moi, tout ce qui se passait en France, c'était pareil, ce truc de l'injustice, il revenait très fort. Ça m'a donné très, très envie de m'engager. Et je me rappelle que mes études en journalisme, c'était compliqué parce que on nous a inculqué la juste neutralité, l'objectivité journalistique. Et moi, je venais de radio communautaire à Montréal où, en fait, la distance, elle n'était pas forcément là. Et qu'on mettait beaucoup de nous, en fait, dans ce qu'on faisait journalistiquement. Et surtout, moi, j'étais en colère, quoi. J'étais en colère de fou sur le féminisme, sur les droits LGBT, sur le racisme, sur la montée de l'extrême droite. J'étais super en colère. Et je pense que je suis arrivée à Paname avec cette colère-là aussi, quoi. Et donc, je suis rentrée un peu les mains dans les poches en ayant l'obligation de faire un stage de fin d'études. Et j'ai eu l'immense chance de trouver un stage dans une boîte de prod pour l'émission qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Vox Pop sur Arte, avec Nora Hamadji, qui est une émission d'actualité européenne. Et puis, mon stage s'est fini. On m'a dit, on ne te garde pas. J'étais là, OK. C'était une période compliquée parce que, en plus, je tentais de rentrer à Radio France. On m'a dit que j'avais, à cette époque-là, maintenant c'est un peu moins le cas, mais j'avais encore plus un accent du Sud que maintenant. Je peux avoir un langage soutenu et tout, mais c'est pas comment je parle au quotidien. Je suis capable de l'avoir et tout dans des conférences, mais surtout à l'époque, j'étais plus jeune. Et en fait, à Radio France, on m'a un peu détruite, quoi, en me disant que j'avais une voix de poissonnière, que les sujets que je voulais traiter, c'était trop militant et engagé. J'avais 23-24 ans, j'étais à Paris, j'avais un appart à payer. Mes parents m'aidaient un petit peu, mais ils pouvaient pas non plus faire des 1000 et des 100, quoi. Et donc, alors que tous mes potes qui avaient fait les mêmes études que moi, donc Sciences Po et tout, commençaient à avoir leur premier CDI, leur première promotion et tout, moi, je suis retournée travailler en taf alimentaire. J'ai le BAFA depuis que j'ai 17 ans, donc je commençais à travailler dans une école dans le 19e arrondissement où je faisais les repas du midi, les activités d'après-midi, la garde le mercredi après-midi et tout. Voilà, donc je touchais 900 balles par mois, c'était pas Byzance, mais immense crise existentielle mais en fait, s'il faut, je ne ferai jamais de journalisme de ma vie, alors que moi, c'était mon rêve, en fait, d'enfant, depuis que j'ai 10 ans, j'ai envie d'être journaliste, depuis que j'ai vu les premiers reportages de journalistes meufs, en fait, à l'étranger, en terrain de guerre, en duplex, en disant « Oui, nous sommes en direct de tel pays ». Je me disais « Waouh, mais c'est tellement ce que j'ai envie de faire ». Enfin, et puis avoir étudié pour ça, d'avoir travaillé pour ça, et de me dire « Putain, mais en fait, s'il faut, c'est pas pour moi, en fait, c'est pas pour moi ». Et c'est là que j'ai eu la chance, en fait, de découvrir et de rencontrer des pigistes qui m'ont dit « Mais t'as pas besoin d'être dans une rédaction pour faire du journalisme, tu peux proposer tes sujets à des rédactions ». Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et ça a mis 1 an et demi, 2 ans avant que ça marche un peu. Covid est passé par là. Bizarrement, ça a été un peu une opportunité pour moi, ce qui est très bizarre à dire. Parce que, en fait, après avoir bossé une semaine pour la ville de Paris, pour les enfants de soignants, on nous a renvoyés chez nous. Et la mairie de Paris nous payait... donc on avait notre salaire, mais on était chez nous. Et je me disais, mais il faut que je tente des trucs maintenant, parce que là, j'ai un peu de thunes, en fait. J'ai un peu de thunes et j'ai pas à travailler. Donc j'ai commencé à... trouver des mails, mais genre en plus c'était les grandes époques de Twitter à l'époque, donc je contactais des chefs sur Twitter avec mon compte à 100 abonnés là, en disant bonjour, j'aimerais faire des sujets là-dessus. Et puis c'était le moment où en fait les journalistes commençaient à se dire putain, il se passe des choses sur internet, vu qu'on n'avait pas le droit de sortir, en fait tout se passait en ligne. Et j'étais là, mais c'est mes trucs ça c'est des trucs que je connais. J'ai commencé un petit peu doucement à choper quelques contacts et tout, et ça a commencé à un petit peu marcher. Pour Combini, pour Tétu aussi.
L'été, je retravaille avec mon équipe en animation et tout. Sauf que j'ai des sujets à rendre. Et donc, du coup, je me rappelle, je fais des interviews pendant ma pause clope dans un local poubelle avec une clope à la bouche, le téléphone à l'oreille et le carnet de notes à la main, quoi. Et j'ai un collègue incroyable qui me dit « Mais Pauline, tu peux pas faire ça toute ta life, quoi. » Il me dit « Il faut que t'essayes, quoi. Lance-toi. Est-ce que t'as un peu de thunes de côté ?» Bon, on en discute et tout. Et je lui dis « Ouais, je sais pas, j'ai trop peur. » Enfin, puis pour moi, c'était un échec aussi de me dire je vais avoir 25 ans, je galère toujours à payer mon loyer. Enfin, c'était un peu dur, quoi. Et en fait, il y a eu un espèce d'alignement des planètes où j'ai dit « Vas-y, je le tente. » Je le tente pendant 6 mois. Et si dans 6 mois, ça marche pas, je retourne à l'école. Et mon directeur m'avait dit je te garde une place et si en janvier, tu as besoin de revenir, tu reviens. Et j'ai eu la chance que Prenons la Une, l'asso Prenons la Une s'est monté, donc l'asso de femmes journalistes. Et elles avaient organisé une grande journée à la Cité des Sciences pour les femmes journalistes, et notamment plein de femmes pigistes. Et en fait, là-bas, j'ai croisé une meuf qui avait fait des études dans la même école que moi et on se connaissait un peu de vue, qui m'a présenté ses potes, en fait. Et ses potes bossaient au Monde ou dans d'autres grosses rédacs et tout. Enfin, il y avait un peu ce truc de sororité aussi, t'es une jeune journaliste, t'as l'air d'être déter, on te passe un mail de envoie ça au Red Chef et tente-le. Et ça a été beaucoup d'opportunités comme ça et beaucoup de chance en fait d'avoir aussi des rédacteurs et des rédactrices, surtout en chef, notamment Morgane Tuel au Monde, qui m'a dit c'est ton premier papier, on va prendre le temps, et je vais t'aider et je vais faire en sorte que voilà, tu puisses publier dans le Monde, quoi. Et moi, à cette époque-là, c'était un rêve de fou. Donc ça a commencé un petit peu comme ça, la pige. Puis rapidement, du coup, je me suis tournée vers d'autres pigistes un peu plus expérimentés. J'ai rejoint un collectif, ce qui m'a permis d'apprendre aussi comment on faisait de l'enquête, comment on collaborait avec des photographes, avoir un peu des médias avec qui je travaillais régulièrement. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai eu, je pense, énormément de chance que les sujets tech, on va dire, et technologie fonctionnent bien et intéressent le public. On était très peu de meufs, en fait, à traiter l'intersection entre les questions de genre et la tech. On était vraiment pas beaucoup. Très vite, on a connecté toutes les meufs en fait qui bossaient en jeux vidéo, dans la tech pure, etc. Et on s'est filé des contacts. Et c'est ça qui m'a impressionnée aussi dans le journalisme indépendant, c'est que les pigistes, on est plus dans un truc d'entraide. Surtout les meufs dans la tech, parce qu'on a toutes vécu ce truc d'avoir petit regard de travers parce que t'es une meuf, ou des préjugés très sexistes, ou l'idée dans les rédactions généralistes que la tech... on s'en fout, en fait, ce qui se passe sur TikTok, c'est un truc de jeunes. Et donc, nous, on arrivait avec des sujets assez importants, quoi, sur la modération, sur le sexisme en ligne, etc. Donc, il a fallu qu'on crée aussi nos modèles un peu hybrides, en faisant des émissions sur Twitch, en écrivant avec de la presse professionnelle, la presse spécialisée et de la presse plus généraliste. Enfin, voilà. Du coup, le niveau est pas le même en fonction de ton audience. Maintenant, je suis assez à l'aise, en fait, dans ce milieu-là. Et le bouquin a aidé aussi, parce que ça, c'est horrible à dire, mais en fait, ça permet d'acquérir une forme de légitimité, de dire je travaille sur ces questions-là, je suis spécialisée sur le masculinisme et la haine en ligne. Et donc, ça ouvre des portes aussi pour pouvoir bosser avec des médias où je pensais pas qu'ils seraient intéressés par mon travail, et ça, c'est chouette. Voilà. Le point de départ de mon enquête, c'est que ça fait 5 ans que je fais de l'éducation aux médias et à l'information en collège et lycée, parce que voilà, j'ai ce passé avec l'éducation, les jeunes et tout, et que j'ai jamais réussi à lâcher, parce que j'adore bosser avec eux et je trouve que c'est hyper intéressant de discuter avec eux aussi sur les médias qu'ils consomment. Depuis le confinement particulièrement, je sens qu'il y a des discours de plus en plus misogynes dans la bouche des ados, notamment des garçons. Et j'ai du mal à identifier d'où ça vient. C'est quoi la bascule, en fait ? Comment ça se fait que j'ai des mecs qui tiennent des propos absolument ahurissants et très précis sur la question du viol, de la présomption d'innocence, sur le body count, donc le nombre de partenaires sexuels des femmes, etc., etc. Bien sûr, mon petit doigt me dit que ça a un lien avec le masculinisme, parce que c'est un univers que je connais bien, mais que ça soit aussi présent
dans la bouche des ados et dans tous les établissements où je vais, en fait. C'est-à-dire que ce soit en Seine-Saint-Denis ou dans le fin fond de la ruralité, peu importe la classe sociale, peu importe la religion, que ça touche aussi les meufs, parce que les filles aussi, parfois, elles ont des discours de misogynie intériorisés, genre, moi, je suis pas comme ça, mais les autres meufs qui partagent des photos d'elles à poil, etc. Et en fait, toutes ces réflexions-là, moi, ça me pose énormément de questions. Et je demande à ces jeunes, montrez-moi. Qui dit ça ? Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Et là, ils ont commencé à me faire voir en fait tout un écosystème d'influenceurs, de créateurs de contenu, dont certains contenus n'ont pas l'air, à première vue, super misogynes. On se dit un peu, peut-être un peu border, mais qui donnent parfois des conseils, on va dire, assez de bon sens. C'est-à-dire, si t'as envie d'être heureux dans la vie, tu te lèves tôt le matin, tu fais ton lit, tu prends une douche par jour, t'essaies de faire du sport pour ta santé mentale et t'essaies de te concentrer sur les choses que tu aimes. C'est pas des conseils forcément à jeter, mais quand tu creuses un petit peu plus, ça vient avec une certaine vision de la masculinité, c'est-à-dire un vrai homme doit être dominant envers les femmes, un vrai homme doit exercer sa puissance dans sa forme physique, donc pousser de la fonte à la salle. Tu ne pourras jamais avoir de copine si tu n'es pas riche, donc avec une emphase aussi sur l'entrepreneuriat, le capitalisme, ce genre de choses. Surtout cette espèce de discours un peu lancinant de maintenant, avec le féminisme, tu peux être accusé sans aucune raison. Il y a plein de mecs qui se font accuser de violences sexuelles et c'est forcément un complot des féministes. Regardez Johnny Depp, regardez tel joueur de foot, etc., etc. Là, on a affaire à des contenus qui ciblent spécifiquement les jeunes dans leur langage, dans leur manière de comprendre le monde aussi, avec des références qui sont les leurs. Et donc, ces discours de vieux réac qu'on voit sur CNews, on les retrouve aussi sur les réseaux sociaux, mais avec des dynamiques propres aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils se filment avec un micro devant la bouche en mode podcast, parce que forcément, parler avec un micro devant la bouche, ça fait acquérir une forme de légitimité presque quasi scientifique, parfois. On met un montage un peu dynamique, on met des musiques soit très dramatiques, soit très entraînantes, mais en tout cas qui captent notre attention. On fait des formats courts parce que c'est le principe des réseaux sociaux et notamment de TikTok. Et surtout, on a des propos qui sont souvent très clivants ou très provoquants dans le but, en fait, de déchaîner les commentaires, de faire du rage bait, quoi. Et donc que les gens se disent, soit je suis totalement d'accord et je vais aller soutenir la personne qui émet ce propos, soit je suis complètement en opposition et je vais m'indigner. Et donc tous les influenceurs masculinistes ont très bien compris ça et ils font ça, par exemple, avoir un mec, je me rappelle cette vidéo d'un gars qui dit il y a 3 types de femmes, la chienne, la louve et le mouton, je crois qu'il dit. Il existe 3 types de femmes, la brebis, la chienne et la louve. La brebis, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle est instable. La brebis, c'est la femme qui n'arrive pas à gérer ses émotions. La brebis, c'est celle qui va tomber amoureuse mais qui va se lasser aussi vite. La brebis, elle va être à tes côtés, elle va te donner de l'attention. Elle sera heureuse avec toi. Mais demain, elle peut te tromper et partir avec le premier chien qui passe. La chienne, c'est la plus dangereuse. La chienne, elle est forte, elle est intelligente, elle sait gérer ses émotions et elle sait manipuler. Elle va prendre le contrôle dans le couple, elle va dicter ses règles, elle va t'imposer de plus en plus de limites. Mais la chienne, elle te fera croire plein de choses. À côté, elle te trompera. Et en fait, ce qu'elle attendra seulement, c'est de trouver un homme avec un meilleur statut pour pouvoir passer d'une branche à l'autre. 3. La louve. La louve, c'est autre chose. La louve, c'est différent de tout ce que j'ai évoqué avant. La louve, c'est la femme qui sait gérer sa féminité. C'est la femme qui est loyale. C'est la femme qui est fidèle. C'est la femme qui va pas te lâcher. C'est la femme qui est féminine. La louve, tu peux compter sur elle. La louve, tu vas en prison. Forcément, en fait, il sait qu'il dit des conneries et il sait que en fait, ça va faire réagir. Soit il va avoir des gars qui vont lui dire en commentaire ah, t'as trop dit les termes, bravo et tout. Soit il y a des meufs qui vont s'indigner en disant mais c'est n'importe quoi de dire ça, c'est hyper misogyne, etc. Mais dans tous les cas, lui, ça lui sert parce que ce contenu remonte dans l'algorithme et plus il remonte dans l'algorithme, plus il va être présenté à beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus d'engagement et donc beaucoup plus de monétisation, à la fois pour lui en tant que créateur, surtout depuis qu'il y a le TikTok Found ou en tout cas le fonds de créateurs TikTok, mais ça permet aussi à la plateforme de se rémunérer parce qu'elle va pouvoir placer des petites publicités, etc. Donc on en arrive à un point où les plateformes elles-mêmes ne peuvent pas supprimer ces contenus
misogynes, problématiques, etc. Parce que ça leur rapporte de la thune. Et s'ils faisaient ça avec tous les contenus, il y aurait plus grand-chose. Et puis, il faut pas oublier que TikTok, même si c'est une plateforme chinoise, c'est... comme la plupart des réseaux sociaux, une vision très américaine et libérale des réseaux sociaux. Et donc, une volonté d'être dans la liberté d'expression à tout prix, etc. Donc, on opère, en fait, à la fois une explosion de ces influenceurs masculinistes à partir de 2020, à partir du confinement, même s'ils étaient déjà présents avant, mais on va dire qu'ils sont beaucoup plus visibles depuis le confinement parce que on a tous et toutes passé beaucoup de temps sur Internet et pour eux, c'était l'occasion, en fait, de nourrir, on va dire, le public de contenu. On est aussi après MeToo. Et MeToo, ça a été, pour les masculinistes, une espèce de prophétie autoréalisatrice. Ça faisait tellement d'années, en fait, qu'ils expliquaient que les féministes avaient gagné et qu'elles allaient détruire les hommes. En fait, MeToo, c'était, dans leur tête, en tout cas, l'occasion pour toutes les féministes d'accuser des hommes à tort et de les envoyer en prison. Donc, avec un discours antiféministe très, très fort. Et on a pu voir comment ça s'est opéré dans un procès comme celui de Johnny Depp Amber Heard, dont le narratif en fait a été largement manipulé par des streamers, des youtubeurs masculinistes. À ça, c'est ajouté plein de gens qui voulaient juste faire du buzz et du clic et avoir de la monétisation. Donc, c'était facile, en fait, de taper sur une femme sur qui on tapait déjà. Et donc, tout ça, en fait, c'est à la fois cette fascisation de notre société, un discours antiféministe qui est déjà très présent, on va dire hors ligne, permet de justifier aussi cette présence en ligne. Ce que je dis souvent, c'est que Internet n'a pas inventé le masculinisme, mais ça a donné au mascu un endroit où se rassembler, où s'organiser et où agir en quasi-impunité. Parce qu'on sait que les cyberviolences sont un angle mort de chez morts de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. On a déjà du mal à condamner les violences sexistes et sexuelles, on va dire, hors ligne. Alors, pour tout ce qui est question de cyberharcèlement, pour nos divulgations, ce genre de choses, on est encore très loin. On a des forces de l'ordre qui sont absolument pas formées, des juges et des magistrats non plus. Voilà. Donc, en fait, c'est une manière pour eux d'agir et d'être violents sans qu'ils soient inquiétés, en fait, tout simplement. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils utilisent ces méthodes d'intimidation et de harcèlement envers les meufs, parce que d'un, ça marche, ça vise à silencier des femmes, qu'elles soient anonymes ou publiques, journalistes, femmes politiques, etc. Et en plus de se foutre de leur gueule, quoi. Donc, pour eux, c'est une bonne manière aussi d'étendre leur influence et leur soft power, quoi. Mais aujourd'hui, dans ce cours, tu vas écouter ma parole. Crois-moi, elle est bien plus cohérente. Autrefois, les hommes partaient à la chasse et à la guerre. Vrai. Accomplissant ainsi des exploits qui n'étaient pas accessibles à leurs femmes et qui forçaient automatiquement le respect. Je m'explique. Même les féministes que tu écoutes sur la toile, je parle surtout aux jeunes qui sont en train de m'écouter. En temps de guerre, crois-moi, elles seront tout à fait d'accord avec le fait que les femmes devraient rester à la maison et s'occuper des enfants pendant que nous partirons à la guerre. Même Sandrine Rousseau, le level 100 du féminisme, la queen of the game of the feminism, elle-même restera à la maison. Elle ne partira pas à la misère sexuelle, ce serait le fait de dire que avoir des rapports sexuels et non pas se reproduire, je sépare vraiment les deux, serait un besoin primaire. Le besoin primaire qu'on a, selon des scientifiques, c'est boire, manger, dormir, éventuellement se reproduire en tant qu'espèce, en tant que société. Les masculinistes ont interprété se reproduire en baiser, ce qui n'est pas la même chose. C'est déjà important. Dans leur idée, il y aurait des facteurs biologiques et physiologiques qui sont réfutés par la science, qui disent qu'en gros, un homme cisgenre hétérosexuel, s'il ne peut pas avoir de rapport sexuel, donc on exclut la masturbation, littéralement, il exploserait en fait. C'est ce qu'on appelle le syndrome des couilles bleues dans le jargon, les blue balls. Et donc, ce serait le fait que voilà, un homme, s'il peut pas baiser, il explose, quoi. Bien sûr, on a tous et toutes des envies sexuelles, on a tous et toutes des envies érotiques qu'on peut s'auto-satisfaire ou non, mais cette rhétorique de la misère sexuelle viendrait à dire que le fait de ne pas pouvoir avoir de rapport sexuel avec une femme nous mettrait dans un état de misère au même stade que quelqu'un qui n'a pas de toit sur la tête, quelqu'un qui ne peut pas manger à sa faim ou quelqu'un qui serait en privation de sommeil. Il faut remettre l'église au centre du village, là. Et c'est horrible parce que moi, j'ai dû interviewer des médecins pour leur demander est-ce qu'on peut mourir
de pas baiser avec quelqu'un. Et tout le monde m'a dit non, on ne meurt pas de pas avoir de relations sexuelles avec quelqu'un. Et j'ai eu la chance, pour le numéro sexe des Inrocks de l'été dernier, de faire tout un papier sur la misère sexuelle. Et j'ai interrogé des hommes qui ont été ou qui estiment être en misère sexuelle. Qu'est-ce qu'ils entendaient par là ? Est-ce que c'était d'affreux misogynes ? Enfin voilà, j'avais envie un peu de comprendre tout ça. Et en fait, la conclusion que j'ai fait de ça, avec l'aide aussi de spécialistes qui ont travaillé sur cette question, c'est que le terme de misère sexuelle, c'est un terme masculiniste et qui, en fait, vise à poser une étiquette et un récit à parfois des hommes qui n'ont pas ce ressenti-là de ils sont en misère. Mais c'est plus simple de dire qu'on est en misère sexuelle plutôt que de dire, par exemple, j'ai une énorme difficulté à nouer des relations amicales, amoureuses avec des femmes et je n'arrive pas à exprimer mes émotions ou ma vision de la sexualité, elle est perturbée, j'ai une pression de la performance. En tant qu'homme, on me dit que si je suis pas un vrai homme, si je baisse pas, etc. Et de dire je suis en misère sexuelle plutôt que d'admettre tout ça. Et c'est intéressant, en fait, parce que ce terme de misère sexuelle, en gros, revient à dire que on ne peut pas avoir accès à la sexualité et que ça nous fait souffrir. Et du coup, ces mecs-là, moi, dans mon papier, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, au-delà de la sexualité, en fait, c'est surtout des manques affectifs qu'ils traduisent. Souvent, c'est des mecs qui disent « Mais en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est pas de tirer un coup. » C'est de toucher la peau de quelqu'un, de faire un câlin à quelqu'un, d'avoir quelqu'un avec qui je puisse avoir une forme d'intimité, que cette intimité, elle soit pas forcément sexuelle. Et en fait, moi, ce que j'avais conclu dans cet article-là, c'est le fait de dire que on a tellement appris aux hommes hétérosexuels que l'intimité ne passe que par la sexualité, potentiellement par une sexualité violente, dominante, etc., qu'exprimer autre chose, c'est tellement difficile que, en fait, on préfère dire « je suis en misère sexuelle ». Et c'est pour ça qu'en fait, quand on regarde, par exemple, toutes les études sur les jeunes couchent beaucoup moins qu'avant, etc., moi, je suis toujours un peu dubitative sur ces études parce qu'en fait, quand on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on entend par relation sexuelle ? Est-ce que la relation sexuelle, dans ces études-là, elle veut dire pénétration ? Est-ce qu'elle veut dire rapport hétérosexuel ? Et en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que chez les plus jeunes générations qui sont peut-être un peu plus éduquées à la sexualité via les réseaux sociaux, etc., c'est que, en fait, on parle plus peut-être de préliminaires, peut-être qu'un rapport sexuel, en fait, implique des rapports non pénétratifs, peut-être que, est-ce que des relations homosexuelles sont considérées comme des relations sexuelles, etc., etc. Du coup, ces chiffres-là sur les jeunes baissent beaucoup moins qu'avant, moi, j'ai tendance à dire peut-être qu'en fait, ils ont une sexualité qui est peut-être un peu différente des générations au-dessus, dans lequel le script sexuel classique, c'était préliminaire, pénétration, éjaculation, dodo. Et peut-être que c'est une bonne nouvelle, en fait, que les jeunes baisent moins. Parce qu'il y a peut-être une idée aussi de, entre guillemets, baiser mieux. C'est-à-dire la question du consentement, le fait de avoir des partenaires avec qui on se sent bien, peut-être essayer pour les jeunes filles de naviguer aussi dans des rencontres où elles ne vont pas être violées et avoir des violences sexuelles. Et ça demande du travail, en fait, de s'assurer que la personne avec qui on va coucher potentiellement va pas nous faire du mal et on peut pas toujours le savoir, en fait. Donc, moi, toutes ces études-là, elles me font dire qu'il y a plein d'hommes qui ne savent pas, en fait, comment exprimer de l'affection, de la sensibilité, de la tendresse et avoir des relations sexuelles avec les femmes, parce que les femmes sont en train d'arrêter de dire et de faire des choses qu'on leur a contraintes pendant des années. Les meufs sont en train de dire « non, on a marre de coucher avec des gens qui se préoccupent pas de nous, notre plaisir, du consentement, etc. » Et les mecs sont en mode « on a toujours fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on peut plus baiser, en fait ?» Et je peux comprendre qu'il y ait des hommes qui se sentent en forme de carence affective, mais ce n'est pas une forme de misère. Ils ne vont pas mourir, en fait, s'ils ne se déchargent pas. Ils peuvent se masturber, c'est très bien. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Écoutez, moi, je considère que la masculinité est une des valeurs les plus importantes de nos sociétés. Et qu'elle est absolument cruciale, non seulement à la croissance, au développement, mais à la protection de nos sociétés. Et qu'on peut gueuler sur la masculinité, gueuler sur les hommes, à partir du moment où ils ne sont pas dans les tranchées à Verdun, parce que quand ils sont dans les tranchées à Verdun, soudainement, il n'y a plus de critique de la masculinité. Parce que les valeurs de la masculinité, l'abnégation de soi, la discipline, la protection d'autrui, le travail, le courage, toutes les sociétés en ont besoin de temps en temps. Ce n'est pas l'Afghanistan ici. Donc on a le luxe de dire que la masculinité, c'est insupportable. Erreur fondamentale. Moi, je pense que quand on élève des enfants, surtout des jeunes garçons, surtout à notre époque, il faut absolument leur dire que la masculinité, c'est essentiel,
non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille et pour leur société. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressée ces derniers temps. J'avais écrit un papier pour la Déferlante là-dessus qui s'appelle Les masculins et la biologie, le grand détournement. Et c'est à quel point les masculinistes, c'est un bon point commun avec les transphobes d'ailleurs, utilisent la biologie pour essayer de prouver des choses. Et notamment, ils adorent Darwin. Ils adorent les théories évolutionnistes de on a gardé que les meilleurs, si on fait certaines choses, c'est parce que l'évolution, c'est l'obsession des masculins avec la testostérone. Et le fait qu'il y a énormément de contenu masculiniste en ligne qui explique par exemple que un homme sera plus attirant et plus viril auprès des femmes s'il a un max de testostérone. Ce qu'ils oublient de dire par exemple, c'est que les femmes cisgenres aussi sécrètent de la testostérone, notamment elles en sécrètent un peu plus pendant leur cycle menstruel, et qu'il y a même certaines femmes qui ont un taux de testostérone un peu plus élevé que la moyenne, et ce qui peut donner en fait des caractéristiques, on va dire secondaires, un peu plus, je mets des guillemets, masculines. En fait, la biologie peut expliquer certaines choses, mais de la même manière qu'on peut pas prendre des caractéristiques sociales et sociologiques indépendamment, on peut pas prendre des caractéristiques biologiques indépendamment. C'est-à-dire que la biologie se développe et nos corps se développent aussi dans un contexte sociologique, dans un contexte qu'il soit géographique, donc c'est-à-dire, je sais pas, la température qu'il fait, est-ce que tu es exposé à du travail qui est pénible, est-ce que tu es exposé à des perturbateurs endocriniens, ce genre de choses. Et donc forcément, en fait, nos corps vivent aussi dans une société, quoi. Et donc le fait d'avoir tous ces masculinistes, hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, Thaïs Descuffon, qui est une masculiniste notoire, utilise énormément ces trucs-là d'hormones et de biologie pour essayer de prouver qu'il y aurait une inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes. Mais en fait, ce qui est intéressant à constater, et c'est là où ça rejoint les transphobes aussi, c'est que, en fait, imaginons une personne qui est en transition de genre et qui prend de la testostérone. Le fait de prendre de la testostérone ne le rend pas violeur. C'est-à-dire que si les hommes sont violents envers les femmes, c'est parce que on vit dans une société qui leur permet ça. Sur ces questions-là, de la domination, de certaines pratiques sexuelles, du manque de consentement, etc., c'est parce qu'on vit dans une société qui autorise ces passages-là, qui autorise cette domination-là, et qui l'autorise depuis tellement longtemps, et qui la valorise énormément, qui fait que, en fait, peu importe le taux de testostérone que tu as dans le corps, la société te permettra quand même d'exercer des violences. Moi, expliquer des comportements sociaux par la biologie ou les hormones, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et je trouve que c'est une pente, en fait, un peu glissante, parce que c'est un argumentaire tellement utilisé par les conservateurs, tellement utilisé par les transphobes, que je pense qu'en tant que féministe et en tant que personne qui est LGBT, etc., je trouve que c'est une pente trop glissante. Et je me permettrai pas, en fait, d'expliquer certains comportements par la question de la biologie et non pas par la question de la sociologie. Parce que la violence masculine, elle est ancrée, mais comme la violence blanche est ancrée, comme le monde hétéronormatif est ancré, et comme le capitalisme est violent aussi, quoi. Si j'avais des jumeaux de 12 ans, une fille et un garçon, je pense que je dirais aux jeunes garçons qu'il n'y a aucun mal à pleurer, à exprimer ses émotions, à devenir le mec qu'il a envie d'être, même si les autres mecs se foutent un peu de sa gueule, et je sais que c'est compliqué, mais qu'il aura toujours d'autres personnes pour l'écouter et des adultes de confiance. Et je dirais à la jeune meuf qu'elle peut devenir et être qui elle a envie d'être, et qu'il y aura toujours d'autres meufs et même d'autres mecs pour la soutenir et pour lui faire la courte échelle. Et que je leur dirais aux deux, parlez-vous en fait. Écoutez-vous, et vous êtes vachement plus similaires que ce que vous croyez. Mais parlez-vous et écoutez-vous et soutenez-vous parce que c'est important, quoi. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir. Merci beaucoup à Pauline Ferrari pour ce nouvel épisode vraiment passionnant. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode, alors faites-le nous savoir. Mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute, encore mieux un petit mot en commentaire, et puis n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à très bientôt. Celle qui ose. Siffle un mec dans la rue, mets-lui une main au cul. Est-ce que tu l'as déjà fait?